Un garçon monte nerveusement dans un train. Lorsqu'il descend à un arrêt, il se met à courir frénétiquement, mais il est retrouvé par un groupe qui connaît son secret. Le groupe l'attaque, mais le garçon montre ses incroyables talents de combattant, battant chaque ennemi. Les ennemis l'attaquent en lui lançant plusieurs lames, mais le garçon sort sa propre lame pour dévier les attaques. Les attaquants utilisent également des aiguilles de métal appelées sambons, mais le mystérieux garçon a des réflexes fous, saisissant quelques aiguilles avec ses dents et les lançant sur les ennemis. Malheureusement, il est dépassé par les ennemis qui semblent se multiplier à l'infini, si bien qu'il l'attrape avec un dispositif qui saisit son cou et il est traîné par un homme à l'allure terrifiante. L'homme, grand et musclé, utilise son épée pour décapiter le garçon. Les agresseurs utilisent un dispositif pour confirmer que leur cible a été éliminée et ils s'en vont. Ailleurs, un fermier nommé Joe profite de la vie à la ferme et finit par rentrer chez lui pour travailler sur sa moto. Il joue aussi avec son fils Kyle. Sarah, la femme de Joe, arrive et n'en revient pas de le voir si sale. Kyle lui explique que son masque ressemble à ceux que portent les Oni, mais qu'ils sont vraiment méchants. Joe l'avertit que les Oni pourraient penser qu'il est l'un d'entre eux, mais Kyle est persuadé que son père, grand et fort, les combattra. Joe dit en plaisantant qu'il n'est pas sûr de pouvoir gagner contre ces mystérieux personnages, mais Sarah dit qu'elle les combattra elle-même. Plus tard, un reportage raconte que l'homme de tout à l'heure a perdu la vie et Sarah semble s'inquiéter de savoir qui a pu faire ça. Kyle est certain qu'il s'agit de l'Oni, mais il est temps pour l'enfant d'aller au lit. Le bébé dit bonne nuit à sa mère et Joe lui rappelle que son anniversaire est dans quelques jours. Joe vérifie les caméras de sécurité installées autour de sa maison. Sarah s'inquiète de la façon dont l'homme a été éliminé et du fait qu'aucune information n'a été trouvée sur le coupable. Joe lui dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter et que personne ne les trouvera. Sarah s'inquiète surtout de la présence d'un certain faucheur, mais Joe lui explique que ce ne peut être lui, car il a toujours travaillé seul. Le lendemain, Joe cache leur véritable identité en effaçant leurs empreintes digitales sur une poignée de porte. La famille continue à profiter de sa vie tranquille comme d'habitude et Joe fait de son mieux pour être un bon père. Un soir, on apprend qu'une autre personne a perdu la vie aux mains d'une mystérieuse organisation. Ce cas est l'un des nombreux qui se sont produits récemment, et une enquête approfondie est donc en cours pour découvrir ce qui se passe. Le jour de l'anniversaire de Kyle, ils plaisantent tous ensemble en chantant des chansons et Kyle souffle les bougies de son gâteau préféré. Kyle ouvre son cadeau et trouve le jeu vidéo qu'il attendait depuis longtemps. Joe lui offre également un nouveau masque, meilleur que l'effrayant masque d'Oni, et Kyle déclare qu'il n'est plus un mauvais garçon, mais qu'il est désormais un héros. Toute la famille l'embrasse chaleureusement et ne pourrait être plus heureuse. Ce soir-là, Joe sort du lit, mais calmement, il dit à sa femme de ne pas bouger. Joe se rend au rez-de-chaussée où tout semble calme. C'est alors que quelque chose apparaît à la fenêtre et que Joe est attaqué. Des hommes entrent par effraction, mais son habileté exceptionnelle lui permet de s'emparer d'une de leurs armes et il utilise son épée pour éliminer ses ennemis. Joe entend soudain son fils crier. Joe bloque un autre assaillant qui tente de l'arrêter et il le tue facilement. Joe se précipite pour retrouver sa famille, mais un autre assaillant lui plante 2 aiguilles de métal dans le cou. Joe, déterminé, refuse de se laisser arrêter et se traîne jusqu'à l'escalier. Une douleur paralysante l'envahit et nous apercevons une silhouette mystérieuse à l'extérieur. Joe finit par arriver au 2e étage où il découvre que plusieurs agresseurs ont été éliminés. Joe est horrifié lorsqu'il voit les corps sans vie de Kyle et Sarah sur le sol. Le choc est insoutenable pour Joe et l'homme à l'allure diabolique explique que la femme de Joe s'est bien battue. Joe déchaîne sa colère, mais il est poignardé dans le dos. Il tente de rejoindre sa famille, mais ses blessures le font s'effondrer sur le sol. Quelqu'un a dû appeler à l'aide, car on entend au loin les sirènes de la police. Le chef confirme que Joe n'est plus en vie et ils partent juste avant l'arrivée de la police. La police arrive sur les lieux et découvre avec horreur que la famille a été massacrée. Quelque temps plus tard, Joe, qui n'est apparemment plus en vie, reprend conscience. Ses premières pensées sont des souvenirs de sa famille sans vie. Lorsque Joe se réveille, il se trouve dans un hôpital et l'infirmière appelle d'urgence un médecin. Joe ne prononce que le nom de sa femme et s'évanouit à nouveau. Il finit par se réveiller et un médecin lui explique qu'il est miraculeusement revenu à la vie alors que le coroner les avait déjà déclarés morts. Joe veut juste savoir ce qu'il est advenu de sa femme et de son fils, mais malheureusement, on lui dit qu'ils n'ont pas survécu. 2 personnes sont venues lui rendre visite. Elles s'appellent Mike et Emma et font partie du FBI. Ils veulent l'aider dans son enquête et lui posent plusieurs questions sur l'identité de l'agresseur. Joe ne dit rien, mais Mike dit que c'est probablement le pire moment pour lui poser des questions, et Mike laisse sa carte à Joe.
Mike dit à Emma qu'il pense que Joe sait qui sont les agresseurs. Il décide donc de le surveiller à tour de rôle et Emma est la première. Joe se souvient d'avoir été emmené à la morgue pour dire au revoir à sa famille. Joe a tremblé de colère et n'a pas supporté de s'approcher des corps de sa famille décédée. Les souvenirs de sa femme et de son fils se bousculent dans son esprit et Joe commence à grogner de rage. Sa colère atteint son point d'ébullition et il retire une aiguille de son poignet. Il s'en sert pour se poignarder et fait subir à son corps des transformations étranges. À ce moment-là, Joe est attaqué par plusieurs assassins, mais il est encore plein de rage, alors il se déchaîne et élimine plusieurs des assaillants. Joe fait preuve d'une force et d'une précision surhumaine, parvenant à prendre le contrôle du combat malgré le nombre d'assaillants. Joe exécute une sorte de jutsu et transforme son corps en fumée noire. Ce mouvement est incroyablement puissant car il lui permet d'éliminer plusieurs assassins en un seul instant. Emma n'a aucune idée de ce qui se passe, mais Joe l'assomme. La rage de Joe le pousse à poursuivre son attaque sans relâche et à mettre en pièces plusieurs autres assaillants. Joe lance une épée sur le bouton de l'ascenseur, puis utilise un poteau pour se défendre et pousse tous les tueurs restants dans l'ascenseur. Même si Joe est en infériorité numérique, il devient très clair que les assassins sont piégés avec lui et non l'inverse. Joe se tient au-dessus de leurs cadavres alors qu'il atteint un autre étage et qu'il frappe d'effroi le cœur de tous les adversaires restants. Mike se demande pourquoi Emma ne répond pas à son appel et il est choqué lorsqu'il découvre plusieurs cadavres. Joe est retrouvé par le chef des assassins. Une fois de plus, des souvenirs s'immiscent dans l'esprit de Joe, qui s'attaque au chef. Ce dernier n'est visiblement pas aussi faible que les autres, car il se défend bien et parvient à mettre un dispositif autour du cou de Joe. Joe se libère rapidement et le combat continue à être équilibré. Joe finit par utiliser à nouveau son habileté, ce qui lui permet de lancer une attaque dévastatrice. Joe porte d'autres coups et le combat s'achève peu après. Joe exige de savoir comment ils l'ont trouvé, lui et sa famille, et comment ils ont su qu'il s'agissait bien de lui. Le chef se moque en disant que Joe peut changer d'apparence autant qu'il veut, mais qu'il ne pourra jamais échapper à son destin. Joe enlève son déguisement et ne dit pas un mot. Il met alors fin à la vie du chef. Joe va ensuite voir sa famille, mais il ne supporte pas de les regarder et s'effondre à genoux. Joe rentre chez lui et fait un trou dans un mur d'où il sort une boîte qu'il avait cachée et qui contient de nombreux objets, dont un masque. Joe fixe une image qui, une fois de plus, inonde son esprit de souvenirs de sa famille. Il jette un dernier coup d'œil à la maison, puis la brûle. Joe voit sa vie paisible et remplie d'amour s'envoler, alors il met le masque. Le feu consume tous les souvenirs, mais Joe est toujours rempli de rage et cherche à se venger. Marie, qui a les cheveux noirs et les yeux bruns, prend le nom de Sarah, une rousse, tandis que Ren, qui a les mêmes traits que sa mère, prend le nom de Kyle, tandis que Joe Higan devient Logan. L'histoire du clan Higan commence au pays du soleil levant, qui abritait des secrets d'art interdits aux étrangers. Le clan prenait ses missions au sérieux et faisait tout ce qui était en son pouvoir pour maintenir la paix au Japon. Avec la multiplication des attentats terroristes, cette organisation secrète a dû quitter la juridiction du Japon et se soumettre à une nouvelle autorité plus puissante. Le changement de circonstances signifiait que les secrets de leur art ne restaient plus secrets et devaient être partagés avec les étrangers. Cette mesure a été prise pour le bien du Japon. Tous ceux qui désobéissent à cette décision sont exilés et exterminés. Logan regarde sa femme et son fils mourir à nouveau dans son rêve avant de se réveiller en sueur et haletant. Il s'assoit sur une chaise devant Dread King, qui est suspendu à l'envers au rebord en bois du toit d'un entrepôt. Logan essaie de se lever, mais ses jambes cèdent et il tombe au sol. Il entend une voix familière tandis qu'un chat s'approche de lui. Cette voix est celle d'un vieil homme au teint hâlé, portant des lunettes rondes et des vêtements bizarres. C'est un aimant à chat qui s'étonne de voir Logan dans un état aussi pitoyable. L'homme-chat aide Logan à se reposer sur son lit pendant qu'il prépare des médicaments pour les blessures de Logan et qu'il écoute son histoire tragique. L'homme-chat lui demande pourquoi il ne porte pas son déguisement, ce à quoi Logan répond que l'organisation a trouvé un moyen de voir à travers le système de masquage qu'ils utilisent. Il demande également d'arrêter son traitement car il est désormais inutile de le sauver, ce qui amène l'homme-chat à se demander pourquoi Logan est toujours aussi mal en point lorsqu'il le voit. L'homme-chat est médecin, ce qui explique pourquoi Logan le rencontre toujours en mauvais état. L'homme-chat remarque que le bras de Logan s'est émoussé après l'utilisation de l'art secret de la prise de conscience brutale. Il conseille à Logan de ne plus jamais l'utiliser, sinon cela lui coûtera la vie la prochaine fois. L'homme-chat est déconcerté de voir que la blessure que Logan a reçue est mortelle, alors que Logan est en vie devant lui.
Il soupçonne qu'il s'agit d'un coup de chance ou que quelqu'un l'a délibérément gardé en vie. L'homme-chat l'informe qu'il lui faudra 5 à 6 jours pour se rétablir, après quoi Logan a l'intention d'interroger l'homme qui l'a gardé attaché. L'homme-chat commence à recoudre Logan lorsque celui-ci perd à nouveau connaissance. Lorsqu'il se réveille, c'est déjà le soir et l'homme au chat est parti depuis longtemps avec ses chats. Il a gardé plusieurs flacons et médicaments pour Logan, ainsi qu'un sac à dos contenant des téléphones à brûleur et d'autres objets de première nécessité. Logan vérifie le sac et y trouve la carte de Mike. Il torture ensuite le roi d'épouvante et le poignarde à plusieurs reprises, mais cela ne change rien car le roi d'épouvante ne fait que cracher de la saleté. Pendant les 2 ou 3 jours qui suivent, Logan utilise le roi redoutable pour s'entraîner à le poignarder. Le roi de l'épouvante ne semble pas avoir retenu la leçon et parle des derniers instants de Sarah et de la façon dont ses yeux brillaient de colère et de haine. Mais il ne se rend pas compte qu'il ne fait que provoquer Logan pour qu'il le torture davantage. Logan brûle un bâton d'allumette et prévient le terrible roi qu'il va le brûler vif et lui montrer les fosses de l'enfer où il entendra le bruit de la peau qu'on lui arrache, des os qu'on lui brise et de la colonne vertébrale qu'on lui arrache tout entière. Malgré son cœur qui s'arrête, il n'aura pas une mort facile, et dans l'oubli, il tremblera de peur face à l'Oni qui se trouve dans l'au-delà. Logan lâche le bâton d'allumette brûlé et met le feu à Dreadman. Ses cris à glacer le sang emplissent l'entrepôt avant que tout ne devienne silencieux, et qu'enfin la misère de Dreadman prenne fin. Pendant ce temps, au siège du FBI, Mike se dispute avec son supérieur pour qu'il le retire de l'affaire. Mike est frustré et se souvient de la scène horrible à laquelle il a assisté à l'hôpital. Comme ils ne savent pas à qui appartient le sang et qu'ils ne disposent d'aucune vidéo de surveillance sur laquelle ils pourraient enquêter, ils n'ont d'autre choix que de mettre fin à l'affaire. L'ordre de ne pas s'impliquer dans l'enquête est donné directement par les responsables de haut niveau. Le supérieur conseille à Mike de ne pas prendre de risques juste avant son départ à la retraite, mais cela irrite encore plus Mike. Il lui rappelle qu'Emma a tout vu, mais le supérieur lui demande d'interroger à nouveau Emma. Mike est furieux et va confronter Emma pour qu'elle change sa déclaration. Emma reste calme et lui dit qu'ils doivent être obéissants en surface pour survivre dans leur organisation. Elle admet que leur supérieur essaie d'étouffer des affaires louches, et qu'ils doivent donc jouer la carte de la discrétion pour éviter d'attirer l'attention. Elle a déjà commencé à enquêter sur Logan et sa famille et a découvert que tous ces noms étaient des alias. Ils n'ont pas la même existence que les victimes précédentes, ce qui amène Mike à se demander ce qui se passe. Pendant ce temps, Logan est prêt à quitter l'entrepôt. Il s'accroche à un dispositif censé protéger tout le monde, y compris lui. Logan se rend dans toutes les cachettes possibles de l'organisation secrète, mais il ne les trouve pas. Son voyage l'emmène dans des endroits différents, mais sans succès. Après avoir voyagé pendant des jours, un soir, Logan est assis dans un bar lorsque 2 shérifs entrent. L'expression du barman change soudain, car il sait qu'ils sont là pour collecter de l'argent, comme ils le font habituellement. Lorsqu'il leur remet la part du mois, le shérif a recours à la violence parce que la somme n'est pas suffisante. L'autre shérif repère Logan et décide de l'intimider en signalant l'augmentation des vols de moto dans la région. Il demande à Logan s'il est impliqué dans ces incidents, mais comme Logan ne répond pas, le shérif lui demande son permis. Lorsque Logan l'ignore pour la 2e fois, le shérif l'attaque. Mais il ne fait pas le poids face à Logan, qui lui brise le bras d'un coup de balai et l'assomme d'un coup de poing. Logan laisse plusieurs centaines de dollars sur la table et commence à partir, mais l'autre shérif sort sa matraque et attaque Logan par derrière. Logan esquive l'attaque et lui donne un coup de poing qui s'arrête à quelques centimètres du visage du shérif. Le coup de poing est si fort qu'il crée une pression d'air et que le shérif subit la force G juste en se tenant là avant de voler à travers le comptoir. S'il a donné un gros pourboire, c'est probablement parce qu'il avait prévu un certain nombre de dégâts. Au siège du FBI, Mike s'agite parce qu'il n'a rien à faire et qu'Emma est occupée à jouer à des jeux vidéo. Emma lui rappelle que les criminels font des affaires dans la réalité virtuelle de nos jours, c'est pourquoi ils doivent rester à la pointe de la technologie. Mike reçoit bientôt un appel de Logan. Mike jette son journal au visage d'Emma pour attirer son attention et lui demande de localiser l'appelant. Emma se met au travail. Logan demande à rencontrer Mike car il a des questions à lui poser, mais Mike le contre-questionne sur sa véritable identité, ce qui pousse Logan à casser son téléphone portable. Mike reçoit à nouveau un appel d'un autre numéro, et Logan lui donne rendez-vous en lui demandant de choisir un lieu. Mike lui donne rendez-vous le lendemain dans un restaurant chinois. Cependant, ils ne parviennent pas à localiser Logan avant qu'il ne se déconnecte. Logan casse également le téléphone et se rend en ville.
Le lendemain, il se promène dans la ville tandis qu'une publicité vantant les mérites de la technologie AUZA est diffusée en arrière-plan. Logan se dirige vers un grand bâtiment pour observer l'endroit où Mike l'a invité, alors que Mike est déjà sur place et se dispute avec le propriétaire parce qu'il est trop paresseux pour prendre des commandes. Logan ne tarde pas à arriver et, voyant sa tenue, le propriétaire avertit Mike qu'il devra payer pour les dégâts éventuels et quitte les lieux. Comme Logan porte un masque, Mike lui demande de montrer son visage pour qu'il puisse déterminer s'il s'agit du vrai, mais Logan n'est pas là pour perdre du temps et commence presque à partir. Mike l'arrête et engage la conversation avec lui. Il rappelle à Logan qu'il risque d'être repéré. Logan va droit au but et demande à Mike s'il a des pistes dans l'affaire des meurtres en série. Mike lui demande s'il est prêt à répondre à ses questions en échange d'informations, ce que Logan accepte. Mais Mike sort soudain son arme et se moque de Logan qu'il a mal compris. Il demande à Logan de se mettre à genoux, de mettre ses mains derrière la tête et de lui raconter tout ce qui s'est passé à l'hôpital ce jour-là. Avant que Logan ne puisse réagir, le livreur d'AUZA fait irruption avec une commande. Peu après, un autre livreur fait irruption et prend la commande, distrayant Mike, mais pas suffisamment pour qu'il range son arme. Mike prévoit d'arrêter Logan, mais lorsqu'un livreur d'AUZA fait irruption pour la troisième fois, il se rend compte que quelque chose ne va pas. Le livreur attaque Logan avec des machettes extensibles, mais Logan esquive et son masque tombe. Mike met quelques secondes à comprendre ce qui se passe et tente de tirer sur le livreur, mais celui-ci riposte et, alors qu'il est sur le point de blesser gravement Mike, Logan intervient et sauve Mike. Les deux hommes s'engagent dans un combat rapproché de type ninja, et Logan utilise l'art secret de la prise de conscience brutale pour produire de multiples bras d'ombre. Mais il se trouve que l'ennemi n'est pas un mais deux. L'un d'eux attaque Mike, mais Logan le sauve à nouveau et le pousse dans un coin avant d'enflammer ses épées et de reprendre l'attaque contre les deux ennemis. Logan ne tarde pas à décapiter l'un d'eux et à poignarder l'autre entre les deux yeux, mettant fin à leur truelle. Mike parle enfin et le supplie de lui dire qui il est. Logan sort alors un appareil de sa poche et le place sur son cou, révélant le visage de Logan, et dit à Mike qu'il est un ninja. Mike est choqué car il en avait entendu parler mais ne croyait pas à leur véracité. Logan lui dit que lui et ceux qui l'ont attaqué sont tous des ninjas. Soudain, ils se retrouvent encerclés par l'ennemi, qui commence à leur tirer dessus, les obligeant à se réfugier derrière une table. Mais lorsque l'ennemi leur tire un missile, ils savent que la table ne servira pas à grand-chose et se cachent derrière le comptoir. L'ennemi s'enfuit rapidement et Mike sort en toussant, mais Logan est parti depuis longtemps. Mike inspecte les machettes que les deux garçons ont utilisées et est étonné de constater à quel point elles sont tranchantes. Grâce à son gilet pare-balles, il est encore en vie après avoir été griffé par celui-ci. Il se demande quel métal extraterrestre a été utilisé dans sa fabrication pour qu'elle ne s'égratigne même pas après avoir tailladé du fer. Soudain, la même publicité d'AUZA est diffusée pour la énième fois, et Mike se tourne vers l'écran géant, tout comme Logan, qui regarde la personne à l'écran d'un air méprisant. Pendant ce temps, au quartier général du clan secret, quelqu'un informe le maître que Logan est toujours en vie, aux grandes dames du maître. Si vous voulez une suite à cet anime, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.